Baptiste, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un jeu qui est sorti il y a peu de temps chez Walpurgis Éditions, qui s'appelle Les Chants de Tyndalos. En fait, c'est leur premier jeu qui est édité. À savoir, alors pour la petite histoire, je les ai rencontrés la première fois à une petite convention à Fécamp. J'avais fait un interview et en fait, l'enthousiasme et l'énergie dégagée par les auteurs m'avaient hyper plu, m'avaient vraiment hyper plu. Quand leur jeu est sorti, ils ont eu l'immense gentillesse de m'envoyer un service presse. Alors, qui dit service presse chez moi, dit pas forcément critique élogieuse, vous le savez. Donc ça, c'était juste pour mettre en situation. Voilà. Donc en fait, les Chants de Tyndalos, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça va être du Lovecraft, hein, c'est du pulp, c'est du poulpe, c'est du Cthulhu. Alors tu vas me dire, oui, bon Fred, encore du Cthulhu, oui, Cthulhu à la montagne, Cthulhu à la mer, Cthulhu en vacances, oui, d'accord. Mais je dois bien dire que celui-ci m'a attiré l'œil. Et ce n'est pas parce qu'en fait ils m'ont envoyé leur jeu, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de très très intéressant dans leur proposition. Et surtout, en fait, je trouve que leur système est absolument génial et qui colle. Il y a longtemps que je n'ai pas été aussi enthousiaste que ça sur un système. Mais le système, on va y venir plus tard. Hein. Là, déjà, comme d'habitude, je vais vous faire un petit tour d'horizon sur la forme de ce jeu. Ensuite, je vous parlerai de où on joue, comment on joue, et donc c'est toute la proposition ludique. Donc voilà. Alors les Chants de Tyndalos, déjà... Alors, Fred, tu vas mettre tes loucaves, hein. En fait, tu n'es plus si jeune que ça, d'ailleurs de moins en moins, mais bon, c'est pas... Allons-y. Donc les Chants de Tyndalos. Déjà, les Chants de Tyndalos arrivent avec un bon gros pavé de 538 pages. Alors, bon, ne fuyez pas tout de suite parce que c'est 538 pages, c'est pas 538 pages de règles, vous allez voir. Donc, alors déjà, j'avais une belle signature, une belle dédicace des auteurs quand ils me l'ont envoyé, et ça m'a fait énormément plaisir, je dois bien le dire. Donc là, déjà, au niveau du papier, vous voyez, on est dans du papier relativement faible épaisseur. Alors pourquoi ? On est quand même dans le jeu plus indé que grosse production, hein. Donc vous voyez, on est dans du noir et blanc, du 2 colonnes. C'est ma foi efficace. Et en tout cas, si vous cherchez un livre bibliothèque, vous détournez votre chemin, car celui-ci, c'est un livre de jeu. Je ralassais sur les papiers glacés, les trucs au quadrichromie dans tous les sens, etc., etc. Et là, ce n'est pas le cas. Et on est vraiment dans un livre-jeu. Et c'est ça, moi, c'est ce que je recherche, et c'est ce que j'apprécie tout de suite en ouvrant le bouquin. Le fait qu'il soit en noir et blanc, ça ne me dérange pas. Loin de là. Donc voilà. Alors, au niveau de la... Voilà, vous voyez, bon, les tableaux sont clairs, hein, c'est très très classique, hein, avec des notes sur fond noir ici. Après, vous avez également sur fond noir des idées de scénario, mais on y viendra tout à l'heure. Les dessins, vous les voyez, là, on en a un exemple. Je vais essayer de remettre ça tout droit. On a un exemple ici de dessin, et la direction artistique, en fait, sur tout le bouquin, est faite de cette manière. Vous voyez, on en a quand même un bon paquet. Il y en a quasiment sur toutes les pages, donc on se fout pas de notre gueule quand même, hein. Alors, effectivement, ça ne va pas être dans le standard que vous allez attendre des Cthulhuac ou des Cthulhu tout court ou des autres ouvrages dans ce thème. Mais, très honnêtement, vous allez voir, je trouve qu'il va au-delà et il fait mieux que beaucoup d'ouvrages, on va dire, mainstream, si j'ose dire. Voilà. Donc, et surtout, je peux annoter les pages. Et oui, non, ce n'est pas du sacrilège que d'annoter un bouquin. Un bouquin doit vivre, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors là, j'ai toujours pas annoté. Donc, voyez, bon, je vais pas vous faire tout
tout le bouquin. Hein, voilà, vous avez quelques plans, ça c'est pour la ville, mais on va y revenir tout à l'heure. Voilà. Donc toute la maquette est faite de cette manière. À noter que vous avez un ruban pour marquer votre lecture. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la forme. Alors maintenant on va parler du fond. Alors sur le fond, alors qu'est-ce qu'on joue? Bon, alors là on est dans le classique, on va jouer dans les années 20. On va jouer, Monsieur Tout-le-Monde au départ, qui va être face à des révélations du mythe. Hein. Alors, on est très très classique hein, à ce niveau-là. Et on va jouer en fait dans un setting qui est fourni dans le bouquin. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez très bien jouer dans n'importe quel setting de votre préférence sur Toulouse. Ça devrait très très bien marcher aussi, il n'y a pas de raison. Mais là, en fait, on va jouer donc un peu Monsieur Tout-le-Monde qui se retrouve face à des révélations du mythe et qui va agir en conséquence. Vous allez me dire jusque-là, bon, rien de neuf sous le soleil. Alors sur ce qu'on joue, effectivement, rien de neuf sous le soleil. Voilà ce qu'on va jouer. Alors maintenant, comment tout ça, ça nous est présenté quand même. Donc on va jouer c'est dans la Nouvelle-France, hein, si je me trompe pas. Hein. Et déjà, on commence par on a le livre du joueur et le livre des secrets. Le livre des secrets est réservé au MJ. Le livre des joueurs, comme l'indiqué, vous pouvez le partager à vos joueurs. Alors bien entendu, tout ça, ce n'est que dans un seul volume. Donc, on a déjà un gros contexte historique, en fait, qui part depuis la guerre de sécession, donc gros contexte historique des États-Unis, qui part de la guerre de sécession jusqu'à peu près au jour où on va commencer à jouer. Donc là, on va même plus loin. Hein. On a une chronologie qui va jusqu'en 1934. Vous pouvez jouer dans les années 20, dans les années 30. En fait, vous faites à peu près ce que vous voulez. Et donc là, vous voyez, vous avez l'état technique et technologie. Alors moi j'ai beaucoup aimé parce que finalement c'est bien écrit, on a un bon gros résumé de l'histoire des États-Unis de cette époque et ce n'est pas barbant quoi. Moi j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a on parle d'un tas de choses. On parle la lutte du droit des votes pour les femmes. Vous voyez, on est dans les paragraphes sur la condition des femmes. On a les techniques et les technologies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On aborde un tas de sujets, en fait, de l'historique. La condition des Amérindiens, c'est quand même assez étonnant de voir la condition des Amérindiens dans un livre qui traite de Lovecraft. Mais je trouve que justement, tous ces petits trucs vous mettent bien dans l'ambiance. Alors, bien sûr, tous vos joueurs ne sont pas obligés de les connaître. Mais, par exemple, vous avez un joueur qui joue un Amérindien, d'origine amérindienne, et vous lui faites lire ceci, et il a tout ce qu'il faut pour jouer juste son personnage. Et ça, c'est cool. Avec à chaque fois, vous voyez, des origines de PJ et de PNJ. Là, on a des origines juives, on a des origines francophones, des origines chinoises, des origines irlandaises, hein, parce qu'on a la communauté irlandaise, vous voyez, la communauté chinoise. Donc déjà, moi, je trouve qu'on a déjà une très très belle présentation, en fait, du contexte, quoi. Et ça, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup les jeux historiques. Alors, on n'est pas dans un jeu historique, hein, il ne faut pas déconner. Mais toute cette présentation historique fait que on va pas jouer n'importe quoi. On est bien, quand même, dans le thème aux États-Unis. Voilà. Ça, c'est pour la toute première partie. Je vous parlerai après du setting qui est fourni dans le jeu. Mais dans un premier temps, en fait, je vais vous parler des règles. Alors, après avoir discuté avec les auteurs, en fait, ils ont voulu en faire un jeu, entre guillemets, réaliste. En tout cas, on n'est pas dans du pulp. Hein. C'est clair qu'on n'est pas dans du pulp, vous allez voir. Et donc, en fait, je vais vous expliquer un peu les règles en prenant la feuille de personnage. Alors, on va refermer ça. On va reprendre la feuille de personnage. Voilà, vous l'avez bien là. Qu'est-ce qu'on trouve sur la feuille de personnage? Alors, déjà, vous voyez,
pour jouer au chant de Tindalos, ils vous font des trombones. Des trombones, en fait, qui vont vous marquer la tension, la réserve, sur chaque côté. Ça vous évitera de faire des gros pâtés dégueulasses sur votre feuille. Les chants de Tindalos, le système est basé sur 3 axes. Ceci, c'est la tension. Je parle de tension, je ne parle pas de santé mentale. Ceci est la réserve. En gros, c'est votre fatigue. Vous allez pouvoir piocher dans votre réserve, dans votre fatigue, pour réussir des actions que vous ne réussiriez pas sinon. Vous avez également la folie. On est quand même dans du Cthulhu, hein, dans du Lovecraft, hein, donc on a quand même de la folie, mais il ne faut pas le prendre comme la folie de Cole, par exemple. Et le troisième point, donc vous avez quatrième, si j'ose dire, vous avez le seuil de difficulté. Vous êtes en train de me dire pourquoi tu me parles de seuil de difficulté, Fred. Vous allez voir. En fait, comment on résout une action dans les champs de Tindalos? Parce que je vais déjà vous parler de la résolution d'action. Après, je vais vous parler de la résolution des combats, vous allez voir. Et à la fin, on est quand même dans du Cthulhu, on va vous parler de la folie, de la santé mentale, comment c'est géré dans ce jeu. Comment on résout une action dans ce jeu? Dans ce jeu, pour résoudre une action, vous voyez, votre personnage a des caractéristiques. Donc il y a savoir, perception, charisme, agilité, vigueur. Là, vous avez une valeur. Donc là, par exemple, alors j'ai repris les caractéristiques du personnage qui est en exemple en fait dans le livre. Là, il a 2 en savoir, 3 en perception, 2 en charisme, 2 en agilité, 3 en vigueur. Ok. Là, il y a des caractéristiques qui sont appelées socles. C'est en fait, elles découlent en fait du savoir. Par exemple, dans son savoir, vous avez technique de l'industrie, perception, psychologie. Et j'ai noté que celles qu'il possède. Bien entendu, ceux qui ne possèdent pas, on ne les note pas. Et à la fin, des spécialités. Donc, par exemple, mon personnage, là, il a 2 en savoir, il travaille dans les techniques et l'industrie, et sa spécialité, c'est la gestion. Et vous allez additionner 2, la caractéristique, plus le socle 1, donc ça fait 3, plus éventuellement une spécialité, 1, ça fait 4. Ça, c'est le nombre de dés que vous avez lancé pour résoudre une action. Alors, je remets ma feuille de côté. On va retourner sur les règles. Donc voilà. Donc pour résoudre... donc je vous ai dit, vous lancez un nombre de dés, donc la caractéristique, plus éventuellement un socle, plus éventuellement une spécialité. Ça va vous donner un nombre de dés à lancer. Vous voyez, la difficulté qui est ici, elle est grisée. Ça, c'est la difficulté de base. Donc, en fait, chaque dé 6 qui fait 3 ou plus est une réussite. Pour réussir votre action, nous sommes dans le type d'action. Une action enfantine, il faut aucun succès. Une action difficile, il faut avoir 3 réussites. Et une action, donc ça veut dire 3 dés qui font les 3 et plus. Et une action héroïque, c'est 6, donc il faut 6 dés qui fassent 3 et plus. Mais, vous allez me dire, bon, ouais, d'accord, on a vu ça ailleurs. Alors, sauf que votre niveau de difficulté, lui, il va, en plus donc de votre niveau de difficulté, pour réussir une action, vous voyez, il va augmenter par rapport à plusieurs choses. Par rapport à votre tension. La tension, c'est votre tension, la tension nerveuse de votre personnage. Hein, voilà. Il va donc, par exemple, la tension nerveuse de votre personnage, vous voyez, vous avez une échelle qui part de 20. Alors 20, 20, vous êtes à moitié, pas à moitié fou, mais complètement tendu, complètement, comment dire, vous ne tenez plus en place. Et là, ça va vous donner plus 2 de seuil de difficulté. Donc, vous voyez, si vous êtes ici, bon, on reviendra après. Mais là, plus 2 de seuil de difficulté. Dans le 3, tout d'un coup, il passe à 5. Les blessures ajoutent des niveaux au seuil de difficulté. Ça peut être une blessure, ça peut être un niveau de difficulté ou 2 niveaux de difficulté en plus. Donc, vous voyez, vous avez varié là-dessus.
Et il y a un truc qui est génial, moi je trouve que c'est sur le sommeil. En fait, en fonction de vos dettes de sommeil, hein, parce que vous ne dormez pas, parce que vous faites des cauchemars, et ben les seuils de difficulté vont être augmentés. Et quand votre seuil de difficulté atteint 7, eh ben, votre personnage meurt, il me fait un arrêt cardiaque, il ne supporte plus. Enfin bon, voilà. Et ça, vous voyez, le seuil de difficulté, c'est à la fois pour résoudre vos actions, et c'est à la fois vos points de vie, si j'ose dire. Bien. Jusque-là, vous allez me dire, bon, ok. Vous avez cette échelle de tension. Cette échelle de tension, c'est en gros... Alors, on va parler de la réserve. Alors, la réserve, vous voyez, le personnage, il a 11 au départ. Donc, bon, le trombone est sur 11. Vous allez pouvoir lancer des dés supplémentaires si vous dépensez un certain nombre de points de réserve. Le nombre de points de réserve, c'est le coût de chaque caractéristique. Par exemple, vous avez 2 en savoir, le coût c'est 3. Plus votre caractéristique est haute, moins le coût est élevé. Hein, par exemple, 3 en vigueur, ça, un coût, c'est 2. Qu'est-ce que ça veut dire un coût de 2, par exemple? Ça veut dire que si vous essayez vigueur et vous voulez être sûr, enfin, vous voulez être sûr, vous êtes en train de fuir un profond, donc là, vous avez 3 plus 1, 4, courir, plus 1, 5, vous lancez 5 dés, mais vous vous dites, ça ne va pas être suffisant. Dans ce cas-là, je veux dépenser des points de réserve, je vais me fatiguer pour lancer des dés supplémentaires. Donc là, sur la vigueur, vous voyez, le coût est de 2. Pour chaque dé supplémentaire, c'est limité à 2, vous allez descendre votre niveau de réserve de 2. Donc là, par exemple, vous voyez, il va descendre à 9 et vous lancez un dé supplémentaire. Le dé supplémentaire, ça va être 3 plus 2... 3 plus 1, 4 plus 1, 5, plus vous avez le coût de dépenser 2, plus 1, 6. Donc vous allez lancer 6 dés. Donc ça, c'est la réserve. Et à part que ça, vous allez voir, il y a un petit truc derrière que j'aime bien. Ça, c'est pour lancer les... c'est pour réussir une action. En combat, je vais vous montrer que le combat dans ce jeu est absolument... ça dépote, hein. On n'est pas là pour faire du pulp. Hein. On est vraiment, vraiment, vraiment pas là pour faire du pulp. Alors, on va prendre le combat qui est un peu plus loin, si je ne me trompe pas. Voilà, on est au combat. Alors, on va prendre le combat à distance, hein, par exemple. Donc, par exemple, pour le combat à distance, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le combat à distance, qu'est-ce qui se passe? Vous allez lancer un certain nombre de dés. Le maître de jeu va vous imposer un seuil de difficulté, vous imposer un nombre de réussites. Si la personne se défend. Donc en fait, il va falloir, on va le faire contre l'agilité. La personne attaquée ajoute plus 1 à sa valeur défensive d'agilité. Vous avez la valeur de défense qui est ici. Voilà. Et surtout, alors, admettons que vous réussissiez, vous faites un nombre de réussites suffisant. Dans ce cas-là, vous allez lancer un dé 20. À ce dé 20, on va ajouter 1 pour chaque réussite surnuméraire. Ce dé 20, c'est le test de mortalité de l'arme. Et vous allez voir, je vais garder la feuille là, admettons que j'ai une hache de bûcheron. Une hache de bûcheron, sa létalité est de 14. Donc je vais lancer un dé 20 parce que je l'ai touché. J'ai eu, si je l'ai touché à ras, juste le chiffre, je lance mon dé 20, et si je fais 14 ou plus, en fait, j'ai tué mon adversaire. N'oubliez pas, on a plus 1 par réussite de l'attaque surnuméraire par rapport au nombre de réussites demandées. La fameuse Thompson qui se trouve ici, sa létalité est 12. Donc si vous touchez quelqu'un avec une Thompson, vous lancez un dé 20, et si vous faites 12 ou plus, en gros, votre adversaire est mort. S'il n'est pas mort, parce que vous avez fait en dessous, il se prend une blessure qui est dans cette colonne. Donc pour une Thompson, c'est blessure sérieuse. Qu'est-ce que c'est une blessure sérieuse? Elle est là, elle est notée sur la feuille en cochant
3 cases, elle fait perdre 6 points de réserve. Comme je vous l'ai dit, et elle augmente le seuil de difficulté de 2. N'oubliez pas que si vous arrivez ici, vous êtes mort. Donc on est face à un jeu extrêmement... avant de sortir les flingues, il va falloir réfléchir parce que votre personnage risque d'y passer. Passer pour de bon. Ça, c'est pour la résolution des actions, c'est pour le combat. C'est dans ce sens-là que les auteurs ont voulu faire quelque chose de réaliste. Ensuite, il y a la santé mentale. Il y aurait toujours un truc à Cthulhu que j'ai jamais trop apprécié dans la santé mentale, c'était la jauge de santé mentale qui était grosso modo des points de vie. Et là, je trouve qu'on est face à quelque chose d'assez élégant. Je vous explique. Alors, élégant et mortel aussi. Hein. Enfin, vous allez voir. Donc là, vous avez attention. La tension, elle va augmenter en fonction si en fait vous rencontrez une créature du mythe, si le MJ vous dit d'augmenter votre tension, enfin bon, un tas de trucs comme ça, il y a des mécanismes pour augmenter la tension. Votre tension de départ, c'est l'angoisse. Donc l'angoisse, en gros, c'est la valeur vers laquelle la tension va tendre à revenir à sa normale après des nuits de sommeil, etc., etc. Donc là, par exemple, mon personnage, il a 9 de tension, vous voyez, avec le trombone qu'il a. Quand la tension va augmenter, comme je vous ai dit, voilà, le terme est suffisamment bien choisi pour comprendre ce que ça veut dire. Vous allez l'augmenter. Vous allez augmenter votre tension nerveuse jusqu'à passer certains paliers. Les paliers, c'est les paliers grisés. Et quand vous passez un palier, il va falloir voir si votre personnage se maîtrise. Et là, comment ça se passe? Ça se passe ici. Là aussi, vous allez lancer un dé 20. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous allez lancer un dé 20. Pour réussir, si le résultat est supérieur ou égal à votre tension. Donc là, par exemple, admettons que je suis monté à 12. Si je lance un dé 20 et que je fais 12 ou plus, c'est parfait. Mon personnage s'est maîtrisé. Ouais. Si par contre le personnage a échoué, il peut perdre les pédales. Et c'est là qu'arrive le système PLP, le système perdre les pédales, avec ces paquets de cartes. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir les cartes, hein. Vous pouvez très bien... il y a des tables aussi dans le jeu. Et en fonction du niveau de vous... Alors, vous voyez, vous avez des cartes assez chouettes, d'ailleurs. Ça, c'est une carte. C'est le paquet de cartes niveau 1. Le paquet de cartes niveau 2. Le paquet de cartes niveau 3 et le paquet de cartes niveau 4. Donc là, sur le niveau 1, quand vous tirez une carte, vous avez perdu les pédales, comme je l'ai dit, vous avez raté votre jet de maîtrise, bon, vous allez... Fred, t'as pas pris le bon paquet, t'as pris les cartes vierges comme un crétin, on reprend. Parce qu'en fait, dans le pledge, vous aviez des cartes vierges comme ça, vous voyez, vous pouvez inventer vos propres cartes de perdre les pédales. Mais bon, là, on va prendre celles qui sont déjà écrites. Donc, on reprend. On reprend. Les cartes niveau 1. Les cartes niveau 2. Les cartes niveau 3 et les cartes niveau 4. Les cartes niveau 1. Ah, par exemple, j'en tire une. La première du paquet. Et qu'est-ce que j'ai là? Il faut que ça sorte. Vous devez hurler à plein poumon. Donc en fait, j'ai perdu le contrôle. Je me mets à hurler. Ça peut provoquer des ennuis, hein, surtout si vous êtes en pleine infiltration. Vous imaginez ce que ça fait.
Et là, on va augmenter, en fait, dans les effets. Souffler. Vous devez jouer, souffler, vous devez jouer, gifler quelqu'un. Voilà, par exemple, alors là, vous devez mordre quelqu'un jusqu'au sang, vous imaginez le truc. Et ça va être des effets de perdre les pédales que votre personnage va devoir réaliser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Niveau 3, un manager efficace, vous devez rouer de coups quelqu'un. Et niveau 4, la ruspice, vous devez carrément sacrifier quelqu'un à votre cause. Alors, tu vas me dire, ah mais Fred, là, ça va monter vite, ton personnage, il va être vite HS. Eh ben non, parce que justement, c'est là, on n'a parlé que de la tension. Parce que ceci est associé au niveau de folie. C'est-à-dire que votre personnage, il va pas devenir un tueur psychopathe tout d'un coup parce qu'il aura passé une mauvaise journée. Hein. On est comme dans comment il s'appelait ce film? Descente, c'est ça? Non. C'est-à-dire qu'en fonction de son niveau de folie, qui est ici, alors on va gagner des points de folie avec... bon, je vous passe ces détails, mais on va gagner votre personnage va gagner des points de folie au fur et à mesure de ses aventures. Et son niveau de folie, bah, en fait, on l'a sur... voilà, vous avez le niveau de folie qui est ici, et le palier de tension. Hein. Donc 11, 14, 17, 20, ce sont les paliers qu'on a là. 11, 14, 17, 20. Et, par exemple, si j'ai un niveau de folie de 0, ma carte de folie maximum, elle va être de niveau 2, vous voyez. Et elle sera de niveau 4 quand je vais atteindre un niveau de folie niveau 6. Donc déjà, votre personnage est déjà bien entamé. Donc, et c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que vous allez devoir... il y a un système pour la santé mentale, vous n'êtes pas en pleine forme jusqu'à la fin, mais vous allez devoir jouer en fait votre personnage et ces cartes en fait vont donner la direction à vos joueurs de comment faire quand ils vont perdre les pédales. Et je reviendrai un peu après sur ces cartes, parce qu'on n'a pas que ça. On a la décompression. Vous voyez, une fois que vous avez pété un watt, ben, votre personnage il va décompresser et le niveau de tension va redescendre. Donc vous voyez, le niveau de... Donc perdre les pédales, donc c'est le niveau... En fait, vous le notez ici, vous voyez, 1, 1, 2, 2. C'est-à-dire que mon personnage, comme il a un point de folie, le maximum de cartes qu'il peut tirer si je passe au niveau 20, c'est du niveau de folie, c'est des cartes de perdre les pédales niveau 2 maximum. Et ça, je trouve que c'est une excellente idée. On n'est pas que dans de la folie avec des points qui baissent. Là, on a quelque chose de concret et j'aime beaucoup. Et ce niveau de décompression, eh ben, il va vous faire perdre en fait, des points de tension. Des drogues, ou perdre aussi des points de tension. Alors, l'idée est que quand vous atteignez quand même ces niveaux de tension ici, vous augmentez vos seuils de difficulté. Vous voyez, si vous êtes tapé dans le 18 et plus, votre seuil de difficulté augmente de 2. N'oubliez pas que là, ce sont également vos points de vie. C'est la difficulté de réussir les actions, hein, vous êtes comme ça, mais en plus, la tension fait que votre cœur risque de lâcher. Bien. Et on a de la décompression. Et la décompression, en fait, elle va vous permettre, selon le niveau de pioche que vous avez fait, de perdre en fait des points de tension. Voilà, ça va être la décompression. Et je reviendrai tout à l'heure, vous avez également, en fait, sur votre feuille de personnage, un rituel de décompression que vous allez pouvoir choisir. Il y a des tables éventuellement pour en tirer, mais éventuellement, avoir un rituel de décompression, ça peut être quoi? Ça peut être compter jusqu'à 10, ça peut être prendre un bouquin et le compulser. Voilà. Il y a énormément de rituels de décompression qui sont associés à votre personnage. Et ça donne tout de suite vie à la folie, vie à l'angoisse, vie à la tension. Et je trouve ça absolument, moi personnellement, je trouve ça génial. Je trouve vraiment ça génial. On est en dehors du système classique de points. Là, on est dans quelque chose au niveau un niveau de folie réaliste. Enfin, réaliste, si j'ose dire. Et en plus, si vous avez des paquets de cartes,
ceci, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez très bien le jouer avec un paquet, on va dire, commun à tous vos joueurs, ou en tant que maître de jeu, vous pouvez, comment dire, personnaliser le paquet de cartes, hein, donc avec les effets qu'il y a derrière, en fonction du personnage, et donc ajuster en fait ses névroses, ses folies, en fonction du personnage et non plus avoir un truc générique. En sachant qu'on a aussi, on y viendra tout à l'heure sur les révélations, on a aussi en fait des cartes que vous pouvez rajouter, qui sont en fait les révélations de votre personnage. Hein. Quand il va augmenter en folie, quand il va perdre les pédales, il va avoir une révélation. Alors une révélation plus ou moins juste, hein, genre il va croire qu'il est... par exemple, il va avoir une névrose, sanctification, il va falloir qu'il bénisse tous les lieux où il est. Et donc la carte là, par exemple, vous allez pouvoir la rajouter à son paquet. Et ça, c'est quelque chose que moi je trouve l'idée vraiment très chouette. Je vous parlerai un peu plus des révélations quand je vais arriver au paragraphe en fait lié au maître de jeu. Un dernier truc que je trouve très sympa, et au niveau du game design qui est vraiment bien vu. Vous avez vu ça, vous avez donc c'est votre réserve, la réserve qui va vous donner en fait votre niveau de fatigue. Avec, quand vous êtes vraiment épuisé, pareil, vous augmentez le seuil de difficulté, n'oubliez pas, on a tout ça. Et pareil sur l'angoisse, en fait, quand vous arrivez à 4 ou moins, vous augmentez le seuil de difficulté. Alors c'est un peu contre-intuitif au départ, je vais vous reparler de ça après, je parle un peu dans tous les sens, mais sur l'échelle de tension, quand la tension monte, on comprend que les problèmes arrivent, mais quand la tension est trop basse, on se dit pourquoi on se prend des seuils de difficulté dans la gueule. Alors j'en ai parlé effectivement aux auteurs, et c'est vraiment une notion de game design qu'ils voulaient mettre. Alors pourquoi ? Parce que quand on arrive là, on est complètement amorphe. Hein, votre personnage est complètement amorphe. J'aurais bien aimé avoir un design note en fait sur ce truc dans les règles. On l'a pas, et du coup on se pose des questions. Enfin, bon, moi j'ai posé la question aux auteurs, mais c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. Voilà, alors ça c'est tout le système de PLP avec la décompression. Alors comme je l'ai dit, le combat très mortel. Hein. Bon, vous pouvez éventuellement réanimer quelqu'un, mais je crois que non, réanimer quelqu'un... Oui, en pointe, on peut essayer de réanimer quelqu'un quand en fait il est arrivé à un niveau 7 de seuil de difficulté, mais c'est pas forcément simple. Voilà. Comme je vous ai dit, le sommeil, ce que j'aime bien, et on va y venir, on peut avoir des dettes de sommeil, votre personnage ne dort plus. Hein, voilà, il passe une nuit blanche, et sa tension au réveil, son angoisse augmente de 2. Vous voyez, parce que vous allez faire un jet d'endormissement, c'est un D12, plus votre niveau de sommeil, plus 5 par dette de sommeil. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous faites une nuit complète, par exemple, et vous réussissez un bon jet de dés, vous avez fait une nuit complète, vous n'avez pas fait de cauchemar, rien du tout, et au lendemain matin, en fait, votre niveau de tension revient à son angoisse de départ. Donc là, il y avait 9, il va revenir à 9. Si vous avez fait une nuit blanche, le lendemain matin, il va revenir à son angoisse, mais plus 2. Donc il va déjà être à 11 le lendemain. Et ça, on va dire que la journée commence mal. Hein, c'est un peu comme un lundi matin, si j'ose dire. Bon. Voilà. Mon trombone. Alors, comme je vous ai dit, quand vous allez vous endormir, vous avez un nombre de points de réserve qui représente votre fatigue. Quand vous retournez votre feuille... non, c'est pas sur, c'est sur le niveau d'angoisse en fait. Quand vous retournez votre feuille sur le niveau d'angoisse, alors vous avez toutes les révélations que je vous ai dit,
que vous pouvez avoir, on y viendra tout à l'heure, mais vous avez aussi ceci. Et en fonction de votre niveau d'angoisse, ça va vous donner des dés que vous allez pouvoir utiliser pour résoudre des actions dans le monde des rêves, au cas où. Et ça, je trouve que le fait de retourner la feuille et d'avoir une autre signification sur cette jauge, et de l'avoir directement, je trouve qu'au niveau design, c'est vachement bien foutu, quoi. Voilà. Alors, bon, je vais pas vous parler de la magie, éventuellement, si vous voulez jouer un personnage arcaniste, on a les règles pour. Avec, effectivement, vous voyez, les différentes écoles de magie. Alors, j'aime pas trop ces termes, par contre. J'aime pas trop qu'un personnage puisse utiliser de la magie, en fait, dans Cthulhu. Je trouve que ça dénature un peu le truc, mais bon, pourquoi pas. Donc là, on a plusieurs écoles. Les écoles d'anéantissement, de vision, d'envoûtement, de vitalisme, de songe et de cosmos. Et vous allez pouvoir faire des altérations, en fait, à la réalité. C'est ça. Par exemple, vous altérez une réalité du cosmos, une réalité mineure, vous allez pouvoir transformer l'eau en vin. Une supérieure, vous allez pouvoir modifier la topographie d'un paysage qui est en face de vous. Hein. Et vous allez... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si ça se passe mal, par exemple, vous allez lancer un des 12 et vous voyez l'effet de votre sortilège. Et si vous faites 12, par exemple, votre corps est anéanti. Donc, bon, vous voyez, on n'est quand même pas dans de la magie sans conséquence. Voilà. Donc ça, vous avez des règles simplifiées éventuellement. Et là, vous avez effectivement la liste de toutes les perles et pédales, donc qui correspondent aux cartes, hein, qui sont repris par tableau. Si vous n'avez pas les cartes associées au jeu. Donc là, tout ça est repris par tableau. Voilà, alors créer son personnage, on est dans du classique, on dépense des points, hein, en sachant que ça c'est pas mal, vous avez un espèce d'arbre de compétences, si j'ose dire. Donc là, votre personnage, il peut être donc choisir un métier académique. Dans Académie, Académie, ça va vous donner par exemple +1 en Académie et 2 socles parmi sciences ou humanité ou recherche. Après, vous êtes dans l'Académie, qu'est-ce que vous choisissez? Vous faites de l'encadrement, de l'enseignement ou de la recherche. Pareil. Alors, admettons que je fais de la recherche, je vais avoir +1 en académie, j'ai 2 socles, recherche et humanité. Et dedans, cette recherche, je vais pouvoir choisir une spécialité, le métier final, genre conservateur, chercheur théorique ou chercheur de terrain. Alors, tout ça, c'est pas limité, bien entendu, sur les professions finales, vous pouvez rajouter des choses. Par exemple, dans le commerce, vous voyez, en négociant, alors commerce, production intermédiaire, commerce, production intermédiaire, négociant, commercial pour un laboratoire pharmaceutique. Vous pouvez très bien imaginer être commercial pour autre chose et adapter en fait les points qui sont donnés dans vos spécialités. Voilà. Et donc là, vous avez académie, commerce, culture, itinérant, louche pour les milieux louches, laborieux, ordre, occulte, des métiers de santé, la politique. On a déjà pas mal de trucs pour développer vos personnages. Voilà. Je vous ai parlé de tout à l'heure des rituels de décompression. Voilà, ils sont ici. S'allonger sous un arbre, ça va vous faire baisser la tension de 1. Sculpter du bois, -2. Et on va observer les victimes d'un accident. Voilà le rituel de décompression. Déjà, votre perso... Bon, hein. Les expériences singulières, alors ça c'est autre chose, c'est la création de votre personnage en fait. Qu'est-ce qui a pu lui arriver dans le passé et quelque chose qu'il n'est pas forcément fier d'ailleurs. Vous avez des pré-tirés après. Voilà, quelques-uns. Si vous avez envie de jouer avec des pré-tirés, il y en a. Et vous avez les équipements. Alors, on commence par les armes, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les armes à distance, avec leur portée, leur létalité, et le type de blessure si vous n'avez pas tué net votre adversaire d'entrée de jeu, avec votre jet de dés. Hein, par exemple, tout à l'heure, genre un tournevis, pour tuer quelqu'un avec un tournevis, il faut faire que votre jet de létalité soit 20 ou plus, et si vous ne l'avez pas tué, la blessure, elle sera légère. Voilà.
Je vous parlerai un peu des dégâts sur les créatures du mythe. Et là, j'ai quand même une réserve. Donc, voilà. Voilà pour la création des personnages, voilà pour le système de jeu qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup plu. Euh, alors, il y a d'autres choses, hein. Vous avez des points pour le milieu dans lequel vous êtes, etc. Bon, je pense que je vous ai présenté. Alors, vous avez aussi des points d'espoir qui sont un peu des points pour réussir les actions en plus des points de réserve. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez à peu près le gros du système pour vous donner une idée. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup. Alors maintenant, où on joue. Alors, où on joue, on pourrait jouer comme dans n'importe quel jeu qui traite Lovecraft, hein, à peu près n'importe où. Sauf que, enfin, ici, on a une proposition en fait de setting qui s'appelle la ville de Bath. Et la ville de Bath, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a toute une ville et un gros. Alors, vous allez voir. Ça va jusqu'ici. Donc on a un grosse description de cette ville par quartier. Hein. Vous avez tous les quartiers qui sont décrits. Vous avez déjà son historique et après on y va par quartier. Vous voyez, vous avez le centre-ville. À chaque fois vous avez une carte. Alors en sachant que les cartes sont disponibles également dans un portfolio qui était dans le financement participatif. Je vais vous en ouvrir un. Alors ça, voilà. Vous avez la carte. La carte sud, vous avez les docks, vous avez le centre-ville, vous avez à peu près tout. Donc en fait, si vos joueurs peuvent se travailler là-dessus, mettre ça sur la table. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a Woolwich, vous voyez, par exemple. Alors ça, c'est encore autre chose, je tombe sur autre chose. Bon, c'est pas très grave. Donc on est dans le Maine, on est en 1921, dans le setting proposé. Et dedans, à chaque fois, qu'est-ce qu'on va vous faire? Donc là, vous avez par exemple le centre-ville. Et qu'est-ce qu'on va vous proposer dans le centre-ville? La chronologie, hein, à chaque fois. Le sommaire, donc une carte avec des différents points pour vous repérer. Hein, voilà, au niveau, alors tout est toujours bien trié, politique, justice, monde des affaires, voilà, et vous avez où ça se passe ici. Et à chaque fois, donc là on vous dit c'est une ville républicaine, le conseil municipal est décrit, et avec énormément de PNJ. Alors on n'est pas dans des PNJ avec tous des secrets innommables, on est plutôt dans du PNJ de Monsieur Tout-le-Monde. Mais justement, ce qui vous donne la ville, une ville réaliste en fait. Hein. On n'est pas dans une ville what the fuck où il se passe toujours un truc où tout est invoqué tous les soirs. Non. Donc ça vous permet d'avoir une ville stable, si j'ose dire. Et à chaque fois, sur chaque page, vous voyez, vous avez un encadré noir. À chaque fois, c'est une piste de scénario. Et vous en avez comme ça des tonnes. Hein, vous en avez ici, vous en avez deux là, il y en a une centaine, je crois, avec des pistes de scénario. Alors là, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On est dans quel quartier? On va revenir un peu en arrière. Si je retrouve le début. Je suis toujours dans le même quartier, en fait, je suis dans le centre-ville. Alors, je suis dans le centre-ville, comme vous avez vu, là, on nous a présenté déjà pas mal de PNJ. On vous présente le salon de thé qui s'appelle le Flamingo, la gare centrale, etc., etc. Donc le salon de thé, le Flamingo, et là, dans les pistes de scénario, des sardines qui rendent marteau. La ville est en émoi, des clients du Flamingo semblent atteints d'un mal mystérieux. Ils sont victimes de fortes poussées de fièvre et marmonnent des paroles incompréhensibles sur un mal très ancien qui viendrait de l'océan pour tout engloutir. Une rapide enquête montre que le point commun des malades est d'avoir consommé des sardines en bocaux. Ni Lorelai, PNJ qui est là, ni Quincy Thompson ne se souviennent de l'identité de ce marin qui leur avait vendu à si bon prix ses poissons en boîte. Alors donc là, vous voyez, vous avez commencé à avoir une accroche de scénar, et vous en avez une centaine comme ça. Et moi, je trouve que vous avez de quoi faire, vous avez de quoi jouer, vous avez de quoi créer vos aventures. Avec les PNJ, alors il ne faut pas se mettre en tête tous les PNJ, il y en a trop, hein, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, ça vous marche le travail, moi je trouve, et je trouve que ça c'est assez chouette.
voyez, par exemple. Et à la fin de chaque quartier, vous avez 2 pages qui vont faire un focus sur un événement particulier. Ici, par exemple, c'est l'élection des démocrates en 1900. Et ça, c'est pareil, ça va vous donner des idées de scénar. Donc là, vous avez le Marais. Alors, le Marais, pareil, donc la chronologie. Vous voyez, vous avez la carte du Marais et vous avez le sommaire en fait du Marais, la religion, les commerces, les ambitieux et les notables, les marginaux, le monde marin, les installations et d'autres choses effectivement. Et à chaque fois, on vous reprend des PNJ. Alors pour les PNJ, qu'est-ce que vous avez? Vous avez leur portrait, ça va vous donner sa description. Vous avez ses réseaux, par exemple, cette femme est membre de la loge maçonnique Hermogène du Méandre, et on vous donne la page. Et ça, je trouve qu'à chaque fois, on a déjà des points d'accroche. Son historique, sa réputation, et voilà. Et à chaque fois, et puis avec des accroches de scénar. Et vous avez ça sur toute la ville, absolument toute la ville. Et moi, je trouve que c'est... Alors, comme je disais, il y a énormément de PNJ, mais en fait, on s'en fout. Qui peut le plus, peut le moins. Dire qu'il y en a trop, c'est stupide. Il y en a beaucoup, mais comme vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, que vous n'êtes pas obligé d'avoir tout en tête, et ça marche bien pour créer vos propres scénarios qui vont être forcément plus restreints, plus recadrés sur un pan particulier de cette cité. Donc ça, c'est la ville de base. Donc ça, c'est le setting de base de des champs de Tindalos. Alors maintenant, on arrive en fait dans ce qu'on appelle dans le livre des secrets. Oui, parce qu'en fait, tout ce que vous aviez avant, vous pouvez très bien le filer à vos joueurs d'une manière ou d'une autre, car il n'y a pas de révélation, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de bizarrerie. Alors peut-être éviter de filer les accroches de scénar, mais pour le reste, les PNJ, dans la description, ça ne renferme pas de secrets que vos joueurs ne pourraient pas, connaître. Je vais vous montrer un truc quand même, parce qu'il y a un petit truc qui est vendu à part. Alors, il est vendu à part, oui, je vous 10 balles. C'est le Wouzou. Le Wouzou reprend tous les PNJ de la ville. Vous voyez, vous en avez un paquet. Trié, donc vous avez l'annuaire, en fait, trié par ordre alphabétique, avec à chaque fois son nom, où est-ce qu'il habite, et une description. Le seul truc que je regrette, c'est qu'on a, a priori, non, il n'y a pas la référence de la page du livre de base. Ça, c'est un peu dommage. Pour ceux qui ont le téléphone, oui, tout le monde n'a pas le téléphone à l'époque. Vous avez un petit truc là, un petit pictogramme qui vous dit que cette personne a le téléphone. Voilà, donc ça peut être utile, c'est pas indispensable, mais bon, pourquoi pas. Bien. Là, on arrive dans le livre des secrets. Alors, le livre des secrets, alors déjà, on va vous donner toute l'histoire, en fait, des univers. Oui, car on n'est pas dans un seul univers, on est dans des univers, en fait. On est dans Yog-Sothoth, dans l'entité Yog-Sothoth. Et pourquoi Tindalos? Parce que Tindalos est l'espace, en fait, entre les univers contenus qui naissent, qui vivent, qui meurent au sein de Yog-Sothoth. Et Tindalos, c'est tout l'espace, en fait, qui se trouve entre ces univers. Et pourquoi les chants de Tindalos et non pas les chiens de Tindalos? Parce que les chants de Tindalos font référence aux chanteurs. Les chanteurs, on en a 2 très célèbres. On a Nyarlathotep et Ashtur, qui sont au sein de Tindalos. Donc, je vous passe les détails, parce que vous avez toute la description en fait, de l'histoire occulte de l'univers, qui est super bien fait. Moi, je ne suis pas un spécialiste en fait, de Lovecraft, je ne suis pas un spécialiste du mythe, mais ça, la description du mythe telle qu'elle est faite ici,
c'est une des meilleures descriptions que j'ai pu lire. On est au-delà du monstre et du grand ancien. Hein. Tout le monde on parle des grands anciens, mais on ne sait pas trop, pour la plupart des gens, dont moi, hein, qui ne sont pas spécialistes de Lovecraft, eh ben, les grands anciens, qu'est-ce que c'est? Ce sont des entités un peu... mais là, vous avez toute la cohérence et comment ça a été expliqué. Et donc, vous voyez, par exemple, Yog-Sothoth, vous avez le principe métaphysique, ses représentations. Et à chaque fois, et c'est ça qui est génial, c'est comment jouer avec Yog-Sothoth. Pourquoi? Comment jouer? Alors, vous n'allez pas aller jouer aux cartes avec Yog-Sothoth, hein, c'est pas ça. Mais quand vous faites un scénar qui va être basé sur Yog-Sothoth, parce qu'on ne va pas faire un scénar basé sur tous les grands anciens, ça n'a aucun intérêt et c'est complètement incohérent. Hein. Quoi qu'à la grande époque, je connais des maîtres de jeu qui faisaient ça. Mais là, par exemple, admettons que vous voulez faire un scénario sur point central Yog-Sothoth. Mais on va vous dire voilà, comment on peut construire en fait un scénario sur Yog-Sothoth. J'ai pris au hasard, hein, par exemple. Alors, on a deux types de jeux. On a la vision et le voyage. Hein, techniquement, toutes les visions, divination, prophétie, réminiscence d'un passé englouti. Ça, c'est des types de jeux. Choisissez le niveau de friction avec notre réalité. Oui, bah, est-ce que les personnages joueurs vont-ils seulement entrevoir des réalités alternatives ou bien vont-ils y entrer pleinement? Voilà, donc ça, on vous donne des axes pour créer votre personnage. On vous mène, on vous prend par la main pour arriver à un scénario en fait qui va être cohérent. Axer son histoire sur le voyage entre les réalités. On va dire, ben voilà, okay, on vous pose des questions que vous allez répondre et que ça va vous donner en fait déjà des points de départ de votre scénar. Ou alors axer votre histoire sur des visions. Pareil, ici. Adapter les règles au passage dans Yog-Sothoth. Ah, oui, comme je dis, passage dans Yog-Sothoth, c'est une entité et c'est une dimension. Enfin, c'est plus qu'une dimension. Et vous avez ça sur tous les grands anciens. Vous avez Azathoth, par exemple. Pareil, comment jouer avec Azathoth à chaque fois. Tindalos, ce principe métaphysique. Le temps et la matière dans Tindalos. Comment jouer avec Tindalos. Le rêve, alors là, on est plus effectivement, dans toute la partie onirique de Lovecraft. Et vous avez là les chanteurs de Tindalos, hein, les fameux chants de Tindalos, donc avec les chanteurs. Et donc, alors, les chanteurs, comme je vous disais, on en a quelques-uns de très connus. On a Ashtur, le roi en jaune. On est Nyarlathotep, chanteur ayant absorbé des éléments d'Azathoth. Et voilà. Et rien que ça, avec cette explication du cosmos, moi j'ai beaucoup aimé cette lecture-là. Honnêtement, tout maître de jeu qui veut jouer à Lovecraft, il devrait lire un truc dans le genre. Je ne sais pas si, par exemple, dans Cthulhu Hack, je ne sais pas ce qu'on a exactement, mais ça, c'est vraiment, en très peu de pages, ça vous résume toute la cosmologie, la cosmogonie du monde qu'on vous présente, en fait, dans les chants de Tindalos. Alors après, vous avez un bestiaire. Donc là, voilà. Alors, on n'a pas toutes les créatures habituelles. Hein, on n'est que dans un livre de base. J'ose espérer. Je pense que Walpurgis va nous faire des suppléments. En tout cas, moi, je serais très très intéressé de les voir. Donc là, on va taper dans du plus classique entre guillemets. Donc vampires et sorciers, les loups-garous et les familiers, les sans-rêves, les morts-vivants. On a toute leur description, et là, on a leur bloc stats. Alors, bien entendu, on n'a pas les blocs stats pour Nyarlathotep, on les a dans aucun jeu, ça n'a aucun intérêt, on est bien d'accord, vous n'allez pas affronter Nyarlathotep. Jamais. Par contre, vous avez les stats pour les serviteurs, en fait, de ces grands anciens. Et là, il y a un truc que j'ai un peu de mal, c'est le DM. Le DM, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez deux choses. Vous avez sensibilité et le DM. Donc la sensibilité, par exemple, sur un loup-garou, on a sensibilité blessure modérée. Ça veut dire que pour avoir un effet, il faut au moins faire une blessure modérée sur un loup-garou. Ok.
Vous avez dans les stats plus 2 en tension, par exemple, les joueurs prennent plus 2 en tension et plus 2 en folie. Hein, ok, vous le rencontrez, bon, on est dans du classique. Par contre, vous avez le DM. Et le DM, c'est le dé de mort. Ça indique le nombre de jets de létalité réussis nécessaires pour que la créature soit tuée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous utilisez une arme et que vous dépassez avec votre jet de dé sa létalité, votre adversaire est mort. Alors bien sûr, ça aurait été un peu décevant de buter en fait des créatures du mythe avec le tir d'un seul tir de flingue. Mais bon, pourquoi pas. Et donc là, les auteurs nous mettent des degrés de mort, c'est-à-dire que c'est un nombre nombre de létalités que vous allez devoir faire. Donc par exemple, pour buter un loup-garou, il vous faut 3 létalités. Admettons que vous avez un flingue, il faut 3 tirs réussis et avec 3 létalités réussies. Et quelque part, le système est tellement bien fait que je suis un peu déçu sur cette résolution en fait de comment buter une créature du mythe. Je trouve que ça manque un peu, par rapport au reste, ça manque d'imagination. Je dis pas que c'est pas bien, je dis que par rapport au reste qui a placé quand même le niveau assez haut, là on est quand même beaucoup plus bas. Voilà. Vous avez les Higgs, donc parce qu'on en parle effectivement dans le... Vous avez les Shoggoths, pareil, les Shoggoths, alors pour vous donner quand même une idée, alors je sais pas si on l'a ici, non, on l'a plus loin, vous allez voir, alors les reptiliens, ils ont un dé de mort de 2, mais par exemple, un Shoggoth, je sais plus combien il est, 12, 13, bon, ça c'est les morts vivants, bon, je vais pas retomber dessus, bien sûr. Ah si, voilà, les Shoggoths. Les Shoggoths, bien sûr, vous voyez ce que c'est comme bestiaux. Hein. D'ailleurs, en fait, dans le bestiaire, on va vous donner à chaque fois, vous voyez, on va vous donner cette description, son origine, son historique, ils ne viennent pas comme ça, comme le chou d'une soupe, leur biologie, leur mythe associé, comment jouer avec les Shoggoths, toujours très important quand vous faites un scénar. Et vous avez le Shoggoth de la taille d'un immeuble. De dire que là, donc dé de mort, 100. Il vous faut 100 réussites létales pour buter un Shoggoth de cette taille. Autant dire qu'il est imbutable. Un Shoggoth de la taille d'une vache, par exemple, c'est 3. Bon, voilà. C'est à peu près ma seule réserve que j'ai sur ce jeu. Vous avez les Migo aussi. Bon, voilà. Voilà. Un Toulouse à la fin. Effectivement, les cultes humains de Toulouse, comment jouer avec Toulouse, les profonds, etc., etc. Donc non, c'est vraiment un super jeu. Ici, vous avez des... Voilà, alors ça, c'était pour le bestiaire. On revient après sur le setting, sur la ville de base. Et là, on a les secrets. Alors les secrets, en 2-3 pages, on vous explique les quelques secrets qui existent dans la ville. C'est pas très développé, je pense qu'on pourrait avoir mieux, et je pense qu'on aura des extensions, des suppléments qui iront dans ce sens. Et à la fin, nous avons donc des scénarios. Voilà. Donc des scénarios, je ne vais pas vous les présenter pour pas spoiler, mais vous en avez quand même quelques-uns. Et moi, je trouve que déjà avoir des scénars dans un livre de base, c'est toujours un petit plus et c'est toujours une... vous en avez au moins 3, peut-être 4, je sais plus. Si je regarde au début, qu'est-ce que j'ai? Je ne sais plus. Je ne vous ai pas parlé des révélations. Alors, est-ce que je les retrouve? On va mettre les révélations. Voilà, oui, il faut que je vous parle quand même des révélations. C'est page 464. Voilà, on y était. Ah, 464, on n'est pas à page 464, c'est pas bien. C'est pas bien. Eh non. Les révélations, c'est page 455. J'ai bien vu 464. Bon, je chipote, je vais les embêter un peu.
Révélation. Ah non, 455. Toutes mes excuses, c'est bien fait. Donc 455, vous avez les révélations. Donc les révélations, ça va être les révélations effectivement que vont pouvoir avoir vos personnages. Les révélations sont de plusieurs niveaux. On a les convictions. En fait, c'est les opinions qui sont générales, mais qui sont très fortes. Alors, vous en avez déjà au départ avec votre personnage. Vous avez les objectifs qui désignent ce que le personnage cherche à accomplir, les étrangetés qui sont les observations ou les intuitions au sujet des événements paranormaux qu'ils ont pu voir, pu croiser, et les révélations occultes. Et vous avez les tables qui sont ici pour les révélations et leurs effets. Donc vous voyez, vous allez commencer avec, alors je sais plus, c'est un ou deux, je crois, révélations au départ de votre personnage. Euh, si vous faites un des 12, alors ça c'est ce qu'il pense, les convictions. Sur un 1, on cherche à me nuire. Donc, le nom de la carte de perdre les pédales, c'est tout m'afflige et me nuit. C'est la fameuse carte que vous allez pouvoir rajouter dans ce fameux deck spécialisé pour si le personnage perd les pédales. Son effet, il doit toujours se plaindre de ses malheurs. Alors, vous en avez un certain nombre, vous en avez une douzaine. Après, vous avez les convictions supérieures. C'est conviction initiale, conviction supérieure. Qu'est-ce que vous avez? Tous les moyens sont bons, par exemple. Alors là, ça va donner la maîtrise de plus 1. La magie existe. Ses convictions, il va y avoir une intuition de plus 2, etc., etc. Les objectifs, je dois sauver le monde, je dois réparer mes fautes ou nos fautes, vous voyez ce que ça veut dire. Je dois révéler la vérité, etc. Et ça, mélangé à une table, ça va être, vous allez avoir des moments assez extraordinaires. Les révélations étranges, le personnage va être sûr que la musique dispose d'un pouvoir envoûtant. Donc dans ce cas-là, vous allez, pareil ici, rajouter dans son paquet de perdre les pédales la carte particulière Soirée endiablée. Voilà. Les révélations occultes, pareil, avec des effets d'arcane, une entité associée. Le passé existe encore, vous avez des visions à plus 1, et l'entité associée, c'est Yog-Sothoth. Voilà. Et on a fait le tour de révélations. Je voulais vous en parler un petit peu. Et je crois qu'on a fait quasiment le tour du jeu. Alors on va passer à la conclusion. Alors, ma conclusion. Ma conclusion, c'est que les chants de Tyndalos, c'est pour moi une belle révélation, c'est le cas de le dire. J'ai trouvé le système. J'ai adoré le système. J'ai adoré le système de folie, le système de tension. Hein. On décolle. Si tu sais pas des mots, Fred, ne les utilise pas. Donc on sépare en fait la tension de la folie et de la fatigue. Vous n'avez pas de point de vie dans le jeu. Vous avez c'est un jeu qui se veut alors réaliste. On n'est que dans un jeu, hein, il ne faut pas déconner, mais une gestion de la folie, des névroses plus réaliste que beaucoup de jeux que j'ai pu lire sur Lovecraft. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé tout ce système. Alors vous avez un setting, vous avez la ville de base qui est très très bien, qui mérite à être développée à mon avis. Vous avez toute l'histoire en fait, l'histoire occulte du monde, hein, là où on vous explique tous les grands anciens. Et ça, pour moi, c'est une masterclass. C'est rien à dire. C'est vraiment du super boulot. Mes petits points qui ferait que je vois ça en jeu, ce que ça donne, c'est la létalité du système, parce que là, effectivement, comme je vous ai dit, on sort un flingue, il y a toutes les chances que votre personnage, en fait, il ne voit pas la nuit tomber, hein, il va se faire dégommer, enfin, ou il va dégommer les autres, mais le système est très, très, très mortel. Et là, c'est une volonté, en fait, des designers, des créateurs de jeux qui ont voulu en faire un jeu
un jeu réaliste. Hein. On est loin, en fait, de Cthulhu, avec les Thompson qui défouraillent dans tous les sens. Là, vous prenez une rafale de Thompson, il dit de vous dire qu'il y a toutes les chances que vous terminiez à la morgue, et si vous ne finissez, vous avez la chance de ne pas finir à la morgue, vous allez passer quand même pas mal de semaines à l'hôpital. Et les dés de mort du bestiaire, parce qu'il faut bien que je trouve quand même quelque chose qui me gêne un peu dans le jeu, c'est les fameux dés de mort, en fait, des créatures du mythe. Je m'attendais à avoir quelque chose de plus travaillé à ce niveau-là. C'est un peu dommage pour moi, pour ma part. Mais pour le reste, c'est pour moi un sans faute. Et voilà. Ah oui, un dernier truc. Qui est précisé, hein, suite à... Voilà. Précise bien ici, l'utilisation de l'intelligence artificielle générative n'est intervenue à aucun moment dans le processus de création de ce document. Donc voilà, donc aujourd'hui c'était les Shantindalos, un jeu que je recommande chaudement. Un renouveau, en fait, alors, je vais pas dire un renouveau du mythe, hein, c'est débile, mais un système qui vous permet de vous plonger d'une manière différente dans le mythe. Et ça vaut le coup d'œil. Un excellent jeu. J'espère qu'on verra d'autres suppléments sur les Shantindalos. Eh bien voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Et surtout, n'oubliez pas, un petit abonnement, un petit commentaire, un petit like, un petit Tipeee aussi, hein, si vous voulez. Depuis peu, j'ai un Tipeee pour la chaîne, hein, si vous voulez soutenir ce que je fais, et me permettre d'acheter d'autres bouquins pour vous les présenter. Merci beaucoup. Bye bye.